Film de Céline Darmaillan, Entre leurs mains, un joli titre. Alors pour parler de ce métier qui paraît-il est le plus beau du monde et des conditions dans lesquelles se pratique l'accouchement en France, et notamment l'accouchement à domicile, pratique très peu répandue. Je crois qu'on parle d'1% des accouchements faits par ce biais-là. En fait, c'est totalement faux, c'est même moins que ça. Mais en tout cas, une pratique qui est critiquée pour les risques qu'elle pourrait faire prendre aux femmes, mais une pratique qui pourrait aussi se généraliser puisque ça se fait ailleurs, chez les Belges, chez les Anglais, etc., dans des pays voisins. Pour parler donc de tout cela, autour de la table, Jacqueline Lavillonnière, on vous a vu dans le sujet, vous êtes sage-femme, vous donnez aussi des cours, vous apprenez aux sages-femmes comment faire éventuellement à domicile l'accouchement. Pas exclusivement. Je ne suis pas une forcenée de l'accouchement à domicile, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais surtout d'une approche plus physiologique de la mise au monde. Et pour ces raisons, je transmets un petit peu ma vision de la physiologie de la naissance. Voilà. Physiologie et ce qu'on appelle l'accouchement global, ou la prise en charge globale. La prise en charge globale, parce que ça fait partie de la prévention. Bruno Carbone, vous êtes gynécologue obstétricien, vous êtes professeur, chef de service à l'hôpital Trousseau et professeur à Paris 6. Et vous avez une maternité qui, Trousseau, c'est combien d'accouchements par an? 4100 en 2013. Bon, ça fait du monde. Muguette Dini, vous êtes sénatrice du Rhône, centriste, et vous êtes à l'origine de la loi qui va permettre que se testent davantage en France ces fameuses maisons de santé ou maisons d'accouchement, de naissance. 16 ans de travail et de débat avant d'arriver à mettre cette loi. Alors, 16 ans de débat certainement, mais pas aussi longtemps de travail entre le moment où la loi a été déposée et où Ce elle qu'on a été appelle un votée. accouchement difficile, si je peux me permettre. Voilà. Il y a Béatrice Jacques, qui est sociologue à la faculté de Bordeaux, qui s'est spécialisée notamment sur l'accouchement, qui va nous rejoindre dans un instant. Mais on va commencer avec vous. Céline Darmaillan, vous êtes la réalisatrice. Vous vivez en Belgique. D'abord, un mot sur ce titre-là, Entre leurs mains. C'est joli, c'est venu d'où ce titre-là? Alors en fait, ce titre est venu, donc on l'a choisi pour déposer les dossiers au début quand on fait un film, donc on dépose des dossiers. C'était une idée du producteur avec qui je travaillais à l'époque. Moi j'avais plutôt envie d'attendre le montage pour pouvoir choisir le titre. Et puis comme il y a eu un énorme engouement derrière le film pendant toute sa conception, puisqu'il y a il y a près de 5000 personnes aujourd'hui qui suivent le film et qui l'ont suivi depuis le début, depuis qu'on a commencé à en parler. Au bout d'un moment, on n'a pas pu. Vous avez fait appel à un crowdfunding. Oui, voilà, on a fait une demande d'aide participative par Internet. Et donc, il y a environ 40 000 euros qui ont été récoltés par 800 personnes, auprès de 800 personnes, qui ont donné des privés, qui ont donné des sous. Voilà, et donc à un moment, on s'est dit, bah, c'est plus possible maintenant de changer le titre. Il y a trop de gens qui connaissent le projet. Ceux qui suivaient le projet, ça s'appelait Beaucoup de gens qui nous disaient qu'ils l'aimaient beaucoup, que c'était, qu'ils avaient un lien avec ce film via ce titre, et donc nous avons décidé de le garder. C'est vrai que la seule déception que moi j'ai, c'est que je trouve qu'il est très beau, mais il fait écho seulement aux sages-femmes, aux mains des sages-femmes, et je pense que moi, ce qui me touche aussi, c'est les mains des femmes, c'est les femmes qui se réapproprient, et les couples qui se réapproprient leur naissance. Et donc pour moi, entre leurs mains, c'est les mains des sages-femmes, mais également de toutes les personnes qui font ce choix d'accoucher de manière... Alors, et pourquoi ce sujet ? Alors ce sujet, parce que j'ai rencontré une femme à un moment où je cherchais un sujet de film qui m'a parlé de son accouchement. Donc j'habite en Belgique, la situation est un petit peu différente. Et elle m'a parlé de son accouchement à domicile. C'est différent parce que là-bas c'est autorisé, il y a des maisons de naissance où il y a de l'accouchement à domicile. Les sages-femmes ont une assurance, il y a des maisons de naissance, des plateaux techniques, c'est-à-dire des accords entre les sages-femmes libérales et des hôpitaux pour que la sage-femme libérale puisse venir avec les couples qu'elle accompagne et faire un accouchement sans intervention médicale dans une salle non médicalisée. Donc il y a toute une série d'alternatives entre la maternité avec un accouchement avec médicalisation péridurale si les femmes le veulent et le domicile. Il y a plusieurs alternatives qui n'existent pas en France. Donc quand elle m'a parlé des difficultés que rencontrait sa sage-femme... Ça vous a surpris de voir que ce qui était possible en Belgique n'était pas en France? Je me suis dit qu'on n'ait pas soit envie d'accoucher à domicile, c'est une chose. Moi-même, je n'y connaissais rien et je ne suis pas sûre du tout que j'aurais fait ce choix-là. Mais qu'on empêche les femmes qui ont envie de faire ce choix et les femmes qui veulent l'accompagner de le faire, ça me paraissait problématique par rapport à la possibilité des gens de choisir la meilleure manière pour eux d'accompagner leur naissance. Et je dis, ça concerne quand même très très peu d'accouchements en France. Hein. Je crois que c'est... Vous dites combien d'accouchements qui sont concernés par ça? Qui se font à domicile? Je ne sais pas exactement, mais s'il y a moins de 100 sages-femmes, ça c'est sûr qu'ils pratiquent et qu'on considère qu'il y a une moyenne... Une centaine de sages-femmes à l'échelle de la France, hein. Oui, Sûr, oui, je ne sais pas oui. combien de sages-femmes en France, mais... 23 000, je crois, en total. Et qui donc font, si on donnait une moyenne d'une trentaine d'accompagnements de naissance par an, vous voyez, ça ne fait pas de toute façon une grosse...
Il en existe, il y en a beaucoup plus dans d'autres pays voisins, parce que cet accompagnement est facilité. Il y a énormément de régions en France où il n'existe pas de sages-femmes qui font cet accompagnement-là, donc de toute façon l'offre n'existe pas, donc il n'y a pas de possibilité. Il y a à l'heure actuelle des gens qui se déplacent, qui louent des gîtes en France pour se rapprocher d'une sage-femme qui pratique cet accouchement pour pouvoir le faire. Donc il y a une réelle Pour l'instant, c'est envie. une démarche très militante. Pour l'instant, c'est une démarche qui De la part demande des beaucoup sages-femmes d'énergie. comme de la part des femmes qui veulent accoucher par ce biais-là, si j'ai bien compris. Ce n'est pas facilité en tout cas. Vous avez suivi beaucoup de ces accouchements-là? On a suivi 6 accouchements. On a assisté à 6 accouchements. On a suivi beaucoup plus de parents puisqu'on suivait les 4 sages-femmes et non pas un couple en particulier. Donc on a filmé énormément de personnes différentes, mais on a assisté seulement à 6 accouchements. Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces personnes qui veulent passer par l'accouchement à domicile? Moi, je dirais qu'il n'y a pas un profil type, même si actuellement, les personnes qui peuvent y aller doivent avoir des ressources pour trouver ces sages-femmes. Donc, c'est des gens qui, quand même, ont beaucoup réfléchi, ont eu l'occasion, le temps, les moyens de se poser des questions et qui peuvent aller vers les sages-femmes et les trouver, parce que c'est pas évident de les trouver. Voilà, donc ça concerne quand même des gens qui ont eu l'occasion de se poser des questions. Et c'est quoi? C'est par rejet de l'hôpital ou d'une expérience qui aurait été malheureuse dans un accouchement précédent, ou c'est simplement par militantisme en disant je veux être au plus près de... C'est quoi? J'ai envie de dire que c'est peut-être ni l'un ni l'autre. Ça peut être les deux, mais c'est pas ça le plus fréquent. C'est plutôt une envie de réapprendre, enfin, de se demander l'intérêt d'avoir toute une armada, je dirais, technique autour d'un élément qui leur paraît naturel, finalement. Parce qu'on a envie d'être quoi? Dans une plus grande intimité, c'est ça? Oui, par exemple. De banaliser le geste, qui devienne plus un geste domestique qu'un geste Quand médical? j'ai commencé à être sollicitée pour cela, c'était effectivement quelque chose de très militant. C'était tout à fait l'époque des années 70, quand les femmes quittaient leur profession. Enfin, vous voyez tout ce mouvement, on va dire. Et puis, petit à petit, c'est passé à quelque chose... Enfin, dans la région dans laquelle j'ai commencé, par exemple, ça a commencé par un acte militant, puis ça a fini par concerner tout le monde. Je veux dire, toute profession, enfin, tout milieu social confondu, parce qu'il y avait une réponse à une demande, et ça s'est propagé, mais extrêmement simplement par bouche à oreille. Alors, dans le film que vous faites, on voit à un moment donné, je crois que c'est vous qui donnez, ou de vos collègues de l'information, des cours à des sages-femmes, hein, et on sent de l'inquiétude. Il y a beaucoup d'attention et presque de l'inquiétude sur bon, qu'est-ce qui va se passer, ça se passe comment, et en cas de problème. Vous l'avez senti, cette inquiétude, soit de la part des sages-femmes, soit de la part des patients, enfin des femmes qui allaient accoucher par ce biais-là? Alors, je pense que personnellement, donc j'ai assisté à toutes ces consultations. Je pense que les sages-femmes qui accompagnent à domicile peuvent apporter des réponses aux personnes qui sont inquiètes. Et si les personnes ne sont pas suffisamment rassurées par ce qui leur est répondu, ça veut dire qu'elles se sentent plus en sécurité dans un univers hospitalier et elles se dirigent vers ça. Donc chaque personne est rassurée par des choses différentes. Certaines personnes vont être par beaucoup d'environnement technique et d'autres personnes par le fait d'être tranquille chez soi avec une personne qu'on connaît. Donc je pense que les réponses des sages-femmes peuvent aiguiller. Ce qu'on sent comme inquiétude, je pense, dans le film, au moment des formations, ce sont les sages-femmes qui ont été formées d'une certaine manière et à qui on apprend que peut-être il y a des choses qu'elles ont appris qui ne seraient pas exactement correctes. Et qui n'auraient peut-être pas tout le plateau technique derrière elles quand elles accoucheront quelqu'un, c'est ça? Ça demande, la pratique à domicile, l'accompagnement global demande une plus grande autonomie, que ce soit de la part des parents, mais aussi de la part de la sage-femme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les protocoles derrière elle pour lui dire ce qu'elle doit faire, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de personne à appeler si jamais... donc c'est quelqu'un qui doit être parfaitement sûr de sa pratique. Donc c'est reconsidérer son métier d'une manière différente. Et je pense que c'est ça qui est difficile pour les sages-femmes dans ces formations. Ça va jusqu'à renoncer? Vous avez des femmes, des sages-femmes qui, tout compte fait, n'y vont pas parce qu'elles ont peur, ou des femmes qui renoncent à accoucher par ce biais-là parce qu'elles ont peur? Bien sûr. Oui, bien sûr. Et dans le film, on dit qu'il faut les mettre à l'aise, il faut que ça soit clair, il ne faut pas qu'il y ait de peur, il faut que... Ça fait partie des éléments sur lesquels nous nous appuyons pour apporter une sécurité. Donc il n'est pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. Et tout le profil, je dirais, de confiance dans lequel on s'installe doit être sans défaut si possible. Mughedini, vous avez vu le film? Oui. Alors, vous dites quoi? C'est un beau film? Oui, c'est un beau film. J'ai été très touchée par la volonté des futures mamans, enfin des couples qui ont pris cette décision, leur sens de la responsabilité, et puis du côté des sages-femmes aussi, tout le souci humain d'accompagnement
et de prendre le temps et les moyens pour faire cet accompagnement. Il y a du temps, on sent beaucoup de temps. Ah oui, beaucoup de temps. Ouais. J'ai trouvé que c'était un très beau film et qui remettait la naissance à sa vraie place. Paulo Carbone, ça vous a plu ce film? Vous vous êtes dit quand même, elles ont du temps qu'on n'a pas à l'hôpital pour accoucher. Ah oui, ça c'est une certitude, mais c'est un film que j'ai trouvé très, très beau, très esthétique, et je pense que, je crains d'ailleurs qu'il donne beaucoup envie à pas mal de gens de s'orienter vers des accouchements. Vous craignez une concurrence déloyale? Non, pas du tout la concurrence, parce que ça a été bien dit, c'est moins de 1% des accouchements en France, et même s'il y avait un accès très libre, la demande effective quantitative est très 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 limitée. On l'a vu par certaines réticences de certaines patientes, de certaines femmes enceintes, de certains couples, et puis parce qu'il y a aussi des pratiques qui sont différentes à l'hôpital, qui peuvent paraître plus sûres, et puis il y a aussi, bon, on va l'évoquer, autant l'évoquer tout de suite, l'aspect d'antalgie, de péridurale, qui est en France très 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 demandé. Alors, pourquoi elle est demandée? C'est les femmes qui les demandent, elle n'est pas obligatoire. J'ai entendu des choses un petit peu gênantes sur le fait que la péridurale serait obligatoire. C'est sûrement pas le cas. La péridurale est fréquemment demandée par les patientes, elle est fréquemment proposée, ouais. C'est vrai, mais voilà, c'est une demande en France qui existe. Bon, l'aspect médical, péridurale, épisiotomie, enfin, etc., tout ça, on va en parler après. Vous n'avez pas encore fait d'enfant, c'est ça? Non. Vous le voyez comment? À domicile, à domicile? Ce que je pense primordial de dire, c'est qu'effectivement, c'est pas le lieu qui est important. Pour moi, il doit le choix doit non plus. Non plus. Ah bon. C'est je pense qu'effectivement on devrait pouvoir choisir, mais je pense qu'il doit avoir accès à plusieurs alternatives. On parle de ces maisons de naissance, de ces plateaux techniques, et aujourd'hui malheureusement, ce qui se passe en France, c'est que c'est très il y a une opposition entre deux choses qui est caricaturale, parce qu'il n'y a pas toutes les possibilités entre les deux. Je pense que l'hôpital avec péridurale, je pense que tout doit être accessible. C'est-à-dire les femmes qui ont envie d'accoucher sous péridurale, c'est hyper important qu'elles aient cette possibilité. Heureusement que ça existe. Vous dites qu'il faudrait que l'hôpital et que même la conscience publique s'ouvre davantage à cette possibilité-là. Il y a des possibilités. Je veux dire, en Belgique, moi je vis en Belgique, et on peut choisir toute une alternative. Les gens qui ont envie d'accoucher de manière naturelle, mais pas à la maison parce que ça les inquiète, ce que je peux tout à fait comprendre, ont la possibilité d'aller en maison de naissance ou en plateau technique. C'est ça qui me paraît important, et l'accompagnement global pour moi est essentiel. C'est ça qui me rassurait, c'est d'être accompagné par une personne pendant toute la grossesse. Et malheureusement, le système actuel en France fait que à l'hôpital, c'est difficilement possible. Merci beaucoup, merci, et vous faites la transition vous-même puisque vous dites c'est méconnu. Donc j'ai choisi de reprendre un petit extrait de votre film justement sur ce témoignage de Muriel qui est au Pays Basque, c'est ça, et qui nous dit effectivement une sorte d'incompréhension, on ne sait pas ce qu'on fait en fait et on s'inquiète beaucoup de ce qui se passe. Je me souviens, le premier transfert que j'ai fait, j'ai invité le médecin à parler parce que j'ai bien vu qu'il n'y avait pas une ambiance très sympathique quand je suis arrivée avec le couple. Et donc on a un peu parlé, elle me dit, mais enfin Muriel, je comprends pas, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi vous faites ça? J'ai dit, mais je suis pas tombée, je le fais pas n'importe comment. Mais elle me dit, mais si vous avez un bébé en siège, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais je dis, mais les sièges, je les fais pas à la maison. Ah bon? Mais et si vous avez des jumeaux? Ben, je les fais pas. Alors c'est vrai qu'il y a une méconnaissance de la pratique à la maison, c'est-à-dire que c'est vraiment des accouchements à bas risque. Voilà, méconnaissance, et de la méconnaissance à l'incompréhension, il n'y a pas loin. Merci de nous avoir rejoints, Béatrice Jacques. Vous êtes sociologue, et je disais, vous êtes consacré à un moment donné à la sociologie de l'accouchement. Vous nous direz un petit peu ce que vous avez pu constater. Le film, pareil, vous l'avez vu, vous l'avez aimé, vous l'avez... Oui, alors ce film est effectivement très émouvant, et en même temps, mon seul petit regret finalement après l'avoir visionné, c'est que pour avoir travaillé aussi un peu sur l'accouchement à domicile il y a, on va dire, une dizaine d'années, je constate que les choses n'ont pas bougé. Et ça, c'était mon principal regret à la fin du film. Voilà. Les choses n'ont pas évolué depuis quand vous êtes... Voilà, depuis une dizaine d'années, quand j'avais effectivement réalisé cette petite enquête. On est toujours dans l'incantation par rapport à ces maisons d'accouchement ou de naissance et cette pratique de l'accouchement à domicile. Alors, cet accouchement à domicile, est-ce qu'il y a un appétit réel par rapport à ça? Tiens, vous, justement, à l'hôpital, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous dire j'aimerais bien que ça soit pas chez vous? Est-ce que je peux aller? Non, celles qui viennent à l'hôpital, généralement, elles ont fait le choix d'y venir et elles ne se posent
plus la question d'accoucher à la maison si elles se la sont posées. Je ne crois pas que cette demande soit très importante. Et il n'y a pas que la péridurale, il y a aussi des appréhensions qu'on a vues sur les risques que ça pourrait représenter. Et je pense que là, on a vu un certain nombre de situations, en particulier celle du transfert à l'hôpital, lorsque l'accouchement à domicile ne peut pas se produire à domicile. Parce que, en fait, il y a trois raisons qui conduisent à l'hôpital. Soit parce que le col ne s'ouvre pas, le bébé ne descend pas, c'est ce qui se passe dans le film. Et là, on a effectivement tout notre temps pour aller à l'hôpital. Soit parce qu'il y a quelquefois une demande d'analgésie péridurale, c'est-à-dire ça arrive pas beaucoup, je pense, avec la qualité d'accompagnement qu'on a vu là, qui était très vraiment manifeste. Et puis il y a également des situations où il y a des ralentissements du cœur du bébé. Et là, c'est des situations dans lesquelles on n'a pas beaucoup de temps devant soi. Hein. On l'a bien dit, le cœur ne s'arrête pas d'un coup pendant le travail, mais on a un temps limité pour intervenir. Un temps limité, c'est quoi ? Et voilà, idéalement, les études montrent qu'au-delà de 20 minutes de durée de transfert, il y a des complications plus importantes et qu'il y a un taux de mortalité qui est plus élevé dans l'accouchement à domicile, dans certaines situations en fait. Et là, il faut très bien distinguer le premier accouchement et les suivants. C'est-à-dire que les femmes qui accouchent pour la deuxième fois ou troisième fois ont beaucoup plus de chances d'avoir un accouchement à domicile réussi que celles qui accouchent pour la première fois, où on a des taux de transfert. L'accouchement le plus dangereux, entre guillemets, ou le plus délicat, c'est le premier accouchement. C'est le premier, c'est celui où il y a le plus de transferts et le plus d'accidents ou d'incidents. D'accord. Qu'est-ce qu'on reproche à l'hôpital en fait ? En général, les femmes qui vont accoucher ou qui veulent accoucher chez elles, qu'est-ce qu'elles reprochent à l'hôpital ? On parle de trop de médicalisation, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'elles font des reproches ? Je ne suis pas sûre. Pour moi, si vous voulez, la demande la plus fréquente, c'est effectivement 30% d'accouchements de primipare. Pour ma propre activité. Dans votre exercice. Voilà. Oui, je ne peux pas parler de tout le monde. Hein. Primipare, c'est les femmes qui en font à leur premier accouchement. Je n'ai jamais eu de transfert à faire, jamais, pour souffrance fétale. Mais c'est entre vos mains, justement. Non, mais c'est juste parce que j'entends bien ce que vous en dites, monsieur. Ouais. J'entends bien ce que vous dites et c'est légitime que vous le disiez puisque c'est votre vision du monde et la pratique hospitalière. Qui sont publiés sur des grands nombres et dans les pays qui ont l'habitude de le faire. Beaucoup plus que nous. Alors, moi, je veux revenir sur effectivement la rigueur d'une certaine pratique. Voilà, parce que s'il y a quelque chose sur lequel je suis extrêmement... Dites-moi d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on se détourne de l'hôpital et qu'on veut plutôt le faire chez soi, qu'on comprenne. Il y a les personnes qui d'emblée disent, pour leur premier bébé, je ne me sens pas malade, l'hôpital c'est fait pour la maladie. Elles sont avec cette conviction déjà au départ. Et c'est pas par défaut ou par rejet de cet hôpital, elles sont toutes d'accord pour dire si à un moment quelconque nous apercevions que ça n'est pas sécure de rester chez nous, nous irons très volontiers à l'hôpital où on sait qu'il y a et les équipes et les techniques qui peuvent nous venir en aide. Donc ça n'est pas forcément un rejet. Alors il y a quelques personnes qui ont un rejet parce qu'elles ont vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant par rapport au rêve qu'elles avaient de la mise au monde d'un enfant. Et ce type de demande, à mes yeux, mérite d'être travaillé parce que ça ne peut pas être le motif premier d'une demande d'accouchement à domicile. Alors un environnement trop médicalisé pour un acte qui doit être naturel et qui n'a rien à voir avec une maladie. Hein. Être enceinte, c'est pas une maladie. Quand vous entendez ça, parce qu'on dit aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais qu'il faut trop de césariennes, trop d'épisiotomies, trop de déclenchements, trop d'ocytocine pour accélérer les contractions et accélérer le processus. La grossesse n'est pas une maladie, tout le monde est d'accord avec ça. Et dans la majorité des cas, l'accouchement est un processus naturel et qui se déroule bien. Il y a une petite proportion de cas qui peut aboutir à des complications. La difficulté, c'est que l'identification de patientes dites à bas risque ne vaut qu'au moment où on fait cette identification. C'est-à-dire qu'à l'instant T, c'est normal, et puis au cours du travail, les choses peuvent quelquefois... On ne prend pas les grossesses gémellaires, on ne prend pas... Alors ça, c'est identifié à l'avance, ça c'est clair que... Et ça c'est bien dit, il faut pas les prendre, ces patientes-là, dans des situations qui sont hors de l'hôpital. En revanche, il y a des situations où tout paraît normal et où ça peut se dégrader de manière assez rapide. Plein d'exemples, le cœur du bébé qui ralentit, l'hémorragie après l'accouchement, toutes ces choses-là existent. Alors en revanche, là, dans les critiques faites à l'hôpital, il y en a qui
qu'il faut admettre et assumer. C'est-à-dire que le problème de l'hôpital, c'est que souvent, il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer, et c'est ce que tendent à faire un certain nombre de structures, que la patiente qui est effectivement accouchée à bas risque, eh bien, la médicalisation s'efface et qu'on fasse plus de place au naturel. Là, vous dites, on a le matériel, on a envie de s'en servir. C'est-à-dire que je crois que il y a des images qui passent. C'est vrai qu'une salle d'accouchement hospitalière, souvent, ça ressemble à un bloc opératoire et il n'y a pas l'intimité qu'on pourrait souhaiter pour un accouchement normal. Et ça, je suis le premier à reconnaître cet aspect-là. Il faudrait qu'il y ait plus non pas démédicaliser, parce que clairement, la médicalisation, c'est ça qui a permis de passer dans les pays en développement à 1% de mortalité maternelle. C'est énorme, à moins de 1 pour 10 000 dans nos pays. Donc la démédicalisation... Qu'elle soit présente, mais qu'elle sache s'effacer. Il faut qu'elle puisse dans s'effacer. Le paysage. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui suffisamment. En tout cas, il y a peu de structures qui sont suffisamment attentives à cet aspect-là, c'est clair. Béatrice Jacques, justement, cette ambiance, cette médicalisation, est-ce que ça, dans l'appréhension qu'on a de l'accouchement, d'après les études que vous avez faites, est-ce que c'est mis en avant comme quelque chose qui est assez pénible à supporter ? Alors les femmes sont assez ambivalentes finalement sur cette médicalisation, pour celles que j'ai interrogées à l'hôpital bien sûr. À la fois elles la souhaitent pour pouvoir les rassurer complètement, et puis elles ont parfaitement bien intériorisé tout ce discours qui est que un accouchement est a priori à risque. Ça c'est parfaitement bien compris par ces femmes. Il est a priori à risque ou non, a priori ou il est à risque? C'est la conception française, et c'est pour ça d'ailleurs que l'accouchement se passe à l'hôpital. C'est statistique, voilà. Le risque est faible numériquement, bon, il peut être très grave qualitativement. Dans d'autres pays, oui. Voilà, c'est ça. Dans d'autres pays, il est a posteriori à risque. Voilà. Ce qui explique vraiment les conceptions complètement différentes que l'on peut avoir de la grossesse et de l'accouchement. Okay, il y a du risque. Ambivalentes, oui, parce que en même temps, elles sont plutôt critiques sur cette médicalisation, mais plutôt même sur la technologisation qui s'est emparée de l'accouchement. Elles en subissent les effets iatrogènes, elles les dénoncent, mais en même temps, on sent que c'est pas assez fort pour qu'elles puissent aller massivement vers une alternative à l'accouchement à l'hôpital. Alors, je disais trop d'hormones quelquefois pour accélérer le travail. C'est un paradoxe d'ailleurs, parce que j'ai lu quelque part qu'en fait, la durée de l'accouchement a augmenté au fil des ans. On en est à 2 heures de plus que dans les années 50. Comme quoi, je ne sais pas pourquoi. Vous prenez beaucoup de temps, les femmes, à accoucher maintenant. Il paraît que vous traînez à l'accouchement. Mais bon, je plaisante. Première chose, quand la personne a décidé, enfin, une sage-femme qui accompagne une naissance à domicile n'utilise jamais ce type de médicament pendant l'accouchement. L'ocytocine. Ouais. Non, c'est complètement proscrit. Où on a besoin de cela et on va sur un plateau technique, parce que le simple fait de l'utiliser peut enclencher la nécessité d'autre chose. Je veux dire, j'ai vécu, pas longtemps, mais quand même, l'époque où on mettait des perfusions d'ocytocine sans péridurale, c'est l'horreur complète. Donc, mais il est clair que dans la mesure où on a décidé d'accoucher avec ses propres ressources... C'est que la médication entraîne la médication. Après, on est parti dans un cycle de des gestes médicaux. Je souscris complètement à ce qui est dit. C'est-à-dire qu'un accouchement normal, physiologique, il n'y a pas besoin d'ocytocine. C'est-à-dire que l'espèce humaine s'est perpétuée pendant quelques millions d'années sans ocytocine. Du coup, moins de souffrance fœtale, parce que quand je vous dis que je n'en ai jamais eu de souffrance aiguë, c'est la réalité, c'est pas une histoire, et j'ai jamais eu non plus d'hémorragie de la délivrance. Ce genre d'hormones pour accélérer le travail, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, dans les années 80, où il y a eu je ne vais pas dire une mode, mais il y a eu quelques travaux qui semblaient montrer que ça permettait d'accélérer le travail, ce qui est vrai, et de diminuer les césariennes. En fait, on sait aujourd'hui que ça ne diminue pas du tout les césariennes, que ça réduit un peu la durée du travail, mais ça entraîne effectivement plus d'intolérance du bébé au travail, parce que ça augmente les contractions. Le travail, c'est de l'accouchement. Le travail de l'accouchement, exactement. Alors, encore une fois, l'ocytocine rend de grands services dans les situations où le travail n'avance pas spontanément. Et en revanche, lorsque le travail évolue physiologiquement, eh bien, il faut éviter, y compris à l'hôpital, et on peut le faire, et c'est un de mes chevaux de bataille, d'éviter l'utilisation d'ocytocine, d'éviter la rupture des membranes, d'éviter toutes les interventions qui ne sont pas justifiées. Vous dites que la tendance naturelle, ça a été peut-être d'y avoir recours comme solution de facilité. Très long de changer les habitudes, parce que les sages-femmes qui ont appris dans ces années-là, les médecins qui ont appris dans ces années-là, continuent de perpétuer ces pratiques, et ça change doucement. Madame Dini, sur cette médicalisation qu'on reproche à l'hôpital, vous-même, vous pensez qu'effectivement, on devrait modifier les choses, atténuer, ne plus faire en sorte que ces salles de travail ressemblent à des blocs opératoires? Ce que disait la réalisatrice tout à l'heure me semble frapper au coin du bon sens, à savoir offrir, y compris à l'hôpital, dans les maternités, des possibilités
d'accoucher comme à la maison. Et on sait que pour l'instant, ça se pratique dans quelques hôpitaux. Si on offrait aux futures mamans la possibilité d'être totalement médicalisées, ce qui est le cas maintenant, ou la possibilité d'accoucher à domicile, ce qui est tout à fait l'autre extrémité. Si entre les deux, on leur proposait d'une part des maisons de naissance, pour lesquelles non, mais pour lesquelles on a assuré la sécurité en imposant dans la loi qu'elles soient contiguës à une maternité. Donc les risques évoquait le docteur sont limités, pour ne pas dire... Soit vous dites des salles de travail salles de travail physiologiques, qui soient physiologiques. Il y en a. Il y en a. Le souci, c'est malgré tout la prise en charge par la même sage-femme. Les baignoires, voilà. Etc. Ça existe aussi en milieu hospitalier. Ce qu'on ne trouve pas en milieu hospitalier, c'est la prise en charge par la même sage-femme depuis la première consultation jusqu'à l'après-naissance. Des salles physiologiques, vous en avez chez vous à Trousseau, là? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Trousseau? À Trousseau, on essaye de démédicaliser ce qui peut l'être, c'est-à-dire de ne pas utiliser systématiquement les ressources technologiques et médicales dont on dispose dans les situations où les choses se dégradent. Mais si une femme veut accoucher, comme on le voit dans l'eau, alors c'est totalement impossible. Chez vous, ça n'existe pas. La première raison, et ça c'est la raison qui existe dans à peu près tous les hôpitaux, c'est le ratio de sages-femmes par rapport aux femmes qui accouchent. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ce genre d'accouchement, eh bien, il faut un luxe de sages-femmes que nous n'avons pas. C'est-à-dire, quand je dis un luxe, malheureusement, je souhaiterais ardemment qu'on puisse avoir ce ratio, et je l'ai vécu dans d'autres pays où j'ai pu travailler, comme en Grande-Bretagne, où il y a à peu près une sage-femme par patiente, et ça permet un accompagnement, y compris en milieu hospitalier, d'une qualité nettement supérieure à celle qu'on peut offrir aujourd'hui. Et ça change tout. Ça change tout. On est dans un rapport, on sait avec qui on traite, et ça change tout pour les professionnels également, parce que je pense que quelquefois travailler dans cette frénésie, quelquefois, ou cette agitation, parce que à Trousseau, une sage-femme va s'occuper de 2 accouchements, quelquefois 3 dans le même temps. Donc elle va d'une femme à l'autre et elle n'est pas dans le suivi, elle n'est pas dans la confiance. La femme n'est pas dans la confiance parce qu'elle voit partir et s'absenter. Elle n'est pas dans la sérénité. La suivre. Elle peut être dans la confiance, mais elle n'est pas dans la sérénité. La sécurité, ça peut se définir à partir de plein d'éléments et pas que par la technique. Ce que nous avons développé depuis 30 ans, enfin dans les pays industrialisés, notamment en France, c'est effectivement d'améliorer la sécurité uniquement par un regard technique, technologique. Maintenant, il faut penser à la tête. Mais, je veux dire que quand on prend en charge, mais le mot même en charge n'est pas tout à fait adapté, mais quand on accompagne ce processus vivant qui est la grossesse, la mise au monde, et qu'on met en jeu tout ce qui peut être de manière singulière, si vous voulez, apporter de la sécurité à une femme, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres aspects que les seuls aspects techniques, évidemment. Les gens, enfin les patientes, ou les parturientes, je ne sais pas comment il faut dire, les sages-femmes elles-mêmes, est-ce qu'elles se plaignent de ça, de devoir courir d'un lit à l'autre, d'une salle de travail à l'autre, etc., et de ne pas pouvoir se consacrer pleinement à un accouchement du début à la fin? Oui, bien évidemment. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. L'utilisation de l'ocytocine, de la péridurale, ça répond aussi à une organisation du travail à l'hôpital. C'est que parfois, on est obligé finalement d'accélérer. Sur lequel on peut lutter, parce que c'est pas inévitable. On pourrait travailler. En tout cas, on a l'impression d'eux. Oui, témoignent en tout cas de ces pratiques où parfois elles doivent avoir des gestes, faire appel à des techniques pour pouvoir réguler dans le temps l'ensemble des patientes qui arrivent pour accoucher. Donc ça, c'est très présent, oui. Donc c'est un peu chef de gare, il faut que je gère mes tables et mes tables de travail, etc., en fonction des accouchements qui se profilent. Vous parlez de la péridurale, parce qu'on a un peu évoqué la douleur. Bon, la douleur, moi quand j'étais jeune, il y a très 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 longtemps, la douleur et le fait d'accoucher dans la douleur, c'était plutôt un truc un peu religieux. Bon, c'était un petit peu archaïque. Et là maintenant, on voit le film et on dit, tiens, il y a des femmes qui glorifient la douleur. C'est quoi, on a changé d'époque? Glorifieux, non, pas tout à fait. Si vous voulez, en tout cas, vous ne voulez pas qu'on vous prive, entre guillemets, de cette douleur de l'accouchement? La mise au monde a quelque chose d'effectivement violent qui enclenche, si vous voulez, une série de réactions visibles par le public, si je puis dire, quand on regarde une femme enceinte. Moi, je n'oserais pas appeler ça de la douleur. Ce sont les mêmes hormones, si vous voulez, qui donnent les contractions de l'utérus que celles qui provoquent l'orgasme, par exemple. Et quand on demande aux dames, après leur accouchement et après qu'elles se soient complètement laissées aller à ce que leur corps leur proposait, elles ne sont pas toutes
encline à parler effectivement que de la douleur. Quand ça se passe bien. Mais il y a c'est aussi bien. des cas où les femmes réclament à Alors, cor et à dans cri la péridurale pour les soulager. Et Monsieur Enfin, je Carbone crois, hein. l'a complètement dit, l'accompagnement va tout changer. Il y a la préparation à cette naissance qui nous prend quand même pas mal de temps, à aller décortiquer, dénicher tout ce qui fait peur. Et on a le droit d'avoir peur de mettre au monde parce que ça nous met dans un état de conscience et de niveau de conscience tout à fait différent de ce que nous sommes habituellement. Ce qui permet d'ailleurs de rester dans cet état, c'est la péridurale. On peut rester dans son quant à soi social, alors que quand on accouche avec ses propres outils hormonaux, on pète un câble quelque part. On n'est plus avec ceux qui nous entourent, on est ailleurs, dans un état de conscience modifié. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, La péridurale. Du coup, la douleur change forcément de nature, la sensation. L'accompagnement change beaucoup de choses, mais pas chez toutes les patientes, c'est-à-dire pas chez toutes les femmes qui sont en train d'accoucher. Je pense que l'accompagnement, les femmes qu'on a vues accoucher de manière tout à fait, enfin avec une douleur qui se manifeste, mais de manière tout à fait contrôlée et vécue de manière peut-être positive, je ne crois pas que ça soit possible chez toutes les femmes, et même avec un accompagnement. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus réceptives à cet accompagnement, et je crois... Parce que statistiquement, voilà, je crois qu'il y a des femmes qui essayent et qui ont été préparées à accoucher sans péridurale. Et il y a beaucoup de changements d'avis. Même on vous la demande beaucoup, les femmes, dans quelle proportion? Alors, nous, on a un biais parce que les femmes qui viennent accoucher à l'hôpital, généralement, parmi ce qu'on offre à l'hôpital, il y a la péridurale. Et la France, on doit être à peu près champion du monde sur la question, puisqu'il y a plus de 80% de femmes qui accouchent sous péridurale en France. Ah oui, ça s'est développé de façon incroyable. Ça s'est développé. Et aujourd'hui, dans les pays, on parlait de la Hollande tout à l'heure, où il y a plus de 20% des accouchements qui se passent à domicile, une des premières causes de demande de transfert depuis le domicile vers l'hôpital, c'est des demandes aujourd'hui d'analgésie péridurale. C'est une des premières causes. Même quand l'accouchement est commencé, on peut encore faire la péridurale. C'est-à-dire qu'on peut le faire à tout moment de l'accouchement, voilà, jusqu'au moment de la sortie du bébé. D'accord. Les risques. Non mais c'est la grande crainte des femmes et j'imagine aussi des sages-femmes. On en a déjà évoqué quelques-uns, ça s'accélère, ça passe mal, ça se passe mal, il y a une hémorragie après l'accouchement, il y a une souffrance fétale et tout ça. Alors, j'ai déjà répondu un tout petit peu. Petit 1, il y a un tri, et même si le mot n'est pas beau, très important. Vous prenez que ce qui peut se passer le mieux possible. L'a priori, c'est une femme en bonne santé, en bonne santé psychique et physique. J'insiste aussi sur le psychisme, parce que la part effectivement du vécu de cet accouchement et de sa possible réalisation avec ses propres ressources va bien entendu s'appuyer puissamment sur qui est cette dame, comment elle réagit, comment elle est dans sa tête en clair. Et qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons par-dessus le marché, que l'on dissocie le mental d'une personne et son physique. Mais la distance, parce que vous parliez de l'ambivalence des femmes, qui peuvent dire je ne veux pas de technicité, mais je veux quand même qu'elles soient là. Est-ce qu'elles imaginent ces femmes d'accoucher au fin fond de l'Ardèche à 3/4 d'heure de toute civilisation médicale? Ça tombe bien. Vous étiez dans l'Ardèche. C'est en Ardèche que j'ai fait mes plus grandes armes. Ça, je dis ça. Et là, j'avais juste envie d'ajouter que dans ce petit département pas très surpeuplé, les femmes sont souvent à 1 heure, 1 heure et demie de route d'une maternité. Et que finalement, elles se sentaient plus en sécurité d'avoir une sage-femme qui arrivait chez elles dès les premières contractions et qui savait veiller à la nécessité éventuelle. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir vraiment peur? Oh, ben c'est normal d'avoir peur de temps en temps. C'est même le moteur de ma sécurité, ma vigilance d'avoir peur. Et heureusement que j'ai de temps en temps peur. Non, mais d'avoir vraiment chaud, quoi. D'avoir un truc. Non. Les yeux dans les yeux. Oui, les yeux dans les yeux, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, il a toujours été essentiel d'avoir préparé l'ensemble de la situation. Sachant que je suis à 1 heure de l'hôpital, eh bien, je ne pousse pas longtemps l'expérience si je vois que ça n'avance pas. Petit 1. Vous adaptez votre précaution à la configuration du terrain, si je puis dire. Évidemment. Comme les bons militaires. Mais c'est logique. Deuxio, eh bien, c'est d'avoir préparé avec les équipes qui nous reçoivent le transfert qui se passera dans de bonnes conditions. Transfert, et on le voyait dans le reportage d'ailleurs, qui n'est pas toujours bien accueilli quand on arrive dans les hôpitaux. Ça, c'est un de nos gros problèmes. On vous voit arriver comme des sorcières. Et là, avec la votre... nécessaire négociation avec les hôpitaux de proximité, et surtout s'ils sont dans une proximité un peu de prendre en compte éloignée, votre existence. c'est de prendre effectivement je vois qu'on écoute Sidonie,
extrait du film aussi qui nous parlait de ce problème, ce fameux problème des assurances. C'est-à-dire qu'on vous demande des assurances justement pour couvrir ces risques-là, et ça peut aller à 20-30 000 euros par an, et ce qui est un peu compliqué pour un budget de sage-femme. Et on verra d'ailleurs que pour les gynécos, c'est pas beaucoup moins cher. Allons-y. Tous les professionnels de santé ont l'obligation d'être assurés. Donc cette loi est tombée en 2001. Et à cette occasion-là, les assureurs en ont profité pour élever leurs tarifs. Et ils se sont appuyés sur la jurisprudence et notamment sur l'arrêt Perruche, qui a été un procès retentissant en France et où les parents ont obtenu des indemnités très 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 importantes. Du coup, la réserve que doivent faire les assurances doit être très importante. Du coup, les assurances sont absolument inabordables pour les sages-femmes. C'est-à-dire qu'on nous propose des assurances entre 20 000 et 30 000 euros par an. C'est absolument inenvisageable. Donc, du coup, on est à la limite de la légalité, parce qu'une sage-femme, aucune loi ne l'empêche d'accompagner des gens pour une naissance à domicile, mais comme elle ne peut pas répondre à cette obligation d'assurance, elle est donc dans l'illégalité. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je crois qu'on aille un peu plus vite parce qu'il faut qu'on parle quand même des maisons de santé. Un mot quand même sur cette histoire d'assurance. Vous avez pratiqué des accouchements sans être assuré. Hors la loi. Ben oui. Et s'il y a un problème, les parents se retournent contre vous. Première chose, là, si vous voulez, quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'obligation d'assurance. Pour autant, mon assurance, je l'ai toujours mise dans le registre de la sécurité médicale que j'allais assurer à ces patients et assurer la mienne par la même occasion. Parce que inutile de vous dire que quand on est... Non, mais vous ne payez pas 20 000 euros. Paye pas. Non, je réponds à l'obligation de l'assurance en prenant le tarif le plus bas. Celui qui est demandé pour l'activité normale et basique d'une lambda. Sage-femme. Oui, non, parce que l'accouchement fait partie de son boulot basique. Et vous pensez vous en sortir en disant que ça sera une couverture pour un accouchement exceptionnel, urgence. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, autant je trouve légitime que les parents puissent être indemnisés en cas d'accident, autant je pense qu'il y a quelque chose à revisiter. Bon, mais quand ça se passe mal, les parents eux-mêmes peuvent se retourner contre vous. Oui, vous dites quoi sur l'assurance? Je pense que si les assurances sont chères, c'est parce que malheureusement, il y a des accidents, et y compris quand on a toutes les conditions de sécurité, c'est-à-dire à l'hôpital. Et du coup, je pense que c'est... on peut pas dire que l'accouchement à domicile, ça n'est pas dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des risques de complications qui sont les mêmes que celles qu'on a à l'hôpital, sauf que les manières d'y répondre sont pas les mêmes. Et quand vous dites que les gens se sentent plus en sécurité avec une sage-femme à 1 heure de route de l'hôpital, je suis désolé, je peux pas tellement entendre ça, dans le sens où si c'est un problème de ralentissement du cœur du bébé ou si c'est un problème d'hémorragie, eh bien en 1 heure de route, on peut arriver à un accident fatal. Je vous ai expliqué, monsieur, pourquoi ça n'avait pas de raison d'arriver. Non, alors ça, je suis pas du tout d'accord. Le fait d'anticiper. Non, mais j'ai entendu quand vous disiez, quand on n'utilise pas l'ocytocine, il n'y a pas d'hémorragie. Et quand on n'utilise pas la rupture des membranes, il n'y a pas d'hémorragie. Ça, je suis désolé. J'ai beaucoup travaillé dans des pays où il n'y a pas du tout de médicalisation, où il y a des taux de mortalité qui dépassent les 1%. C'est la première cause de mortalité de la femme jeune, l'hémorragie de l'accouchement. Et je sais, mais il n'y a pas de suivi de grossesse dans ces pays. Comment voulez-vous? On a quand même complètement changé les conditions de la naissance en France depuis qu'on fait des suivis de grossesse. Lorsque l'événement arrive, et là, la mortalité, c'est 1 pour 10 000 en France. Et si on fait, à l'échelle de la France, on a 1000 accouchements à domicile, bien sûr, on ne mesure pas ce paramètre-là. Et c'est pour ça que les assureurs, eux, qui assurent l'ensemble des accouchements en France, eux, ils ont les quelques cas gravissimes. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de raison que ça soit... Des cas de domicile, d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas les voir. Il y en a pas assez. Quand on dit 1000 accouchements à domicile par an, entre là-dedans les accouchements en catastrophe, pas prévus, faits par les pompiers, dans l'ascenseur, etc. On ne part pas du tout des mêmes. Alors, je vois qu'on parle des maisons de naissance, puisque c'est quand même l'une des solutions que vous proposez. Vous dites, et ça pourrait peut-être résoudre les questions d'assurance, faisons des maisons de naissance, on va les expérimenter et elles seront contiguës aux hôpitaux. On se dit, bon, ça va être comme les salles de travail physiologique, mais ça va être quasiment l'hôpital, ça va être quasiment la même chose. Non, parce que ça n'est pas dépendant de l'hôpital. Les maisons de naissance sont des structures indépendantes qui seront probablement suscitées par des groupes de sages-femmes, peut-être associées à des groupes de parents. Et c'est une structure qui fonctionnera en autonomie, qui sera
pour celles qui existent, on en connaît au moins 2, qui sera comme à la maison. Il y en a une qui s'appelle Comme à la maison, d'ailleurs, le Calme. Il en existe 2 aujourd'hui en France. Il en existe 2 qui ne sont pas, où les accouchements se font pour l'une dans la salle de la clinique qui est juste au-dessus, et pour l'autre, comme c'est une maison de naissance expérimentale en hôpital, la maternité est 4 étages en dessous. Donc les conditions légales de sécurité sont respectées pour l'instant. Mais ce que je propose, c'est que ces maisons de naissance où on se retrouve comme à la maison, c'est-à-dire avec un suivi, un suivi global de la sage-femme, de la même sage-femme, depuis la première consultation jusqu'à la naissance, jusqu'aux visites à la maison par la même sage-femme. Ça, c'est respecté. Deuxième point... Donc ça veut dire du personnel en plus quand même. Non, si on étend ça, ça veut dire que les sages-femmes vont suivre beaucoup moins, vont pratiquer beaucoup moins d'accouchements. Mais ce sont des sages-femmes libérales. Ah d'accord. Exactement comme celles qui font les naissances à la maison. Oui. Mais les sages-femmes n'ont pas à être formées pour être libérales. Elles sont formées comme sages-femmes, elles sont libérales ou elles ne le sont pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on va consommer plus, entre guillemets, de la sage-femme. Non, mais on multiplie les maisons de naissance. Non, mais je pense que là, on fait une erreur. Il en manque déjà dans les hôpitaux. Mais on parle des fonctionnaires et on parle du libéral. Donc ne confondons pas. On peut former beaucoup plus de sages-femmes s'il y a des sages-femmes qui souhaitent pratiquer en libéral. Bon. Donc il y a beaucoup de pratiques en Cette libéral. idée, alors, d'avoir une maison de naissance qui soit contiguë à l'hôpital. Oui. C'est comme à la maison, mais c'est l'hôpital. Est-ce que ça... Non, c'est pas l'hôpital, mais c'est vrai qu'il y a un point auquel nous on est assez attachés, c'est que c'est une expérimentation qui doit se faire, mais les maisons de naissance dans beaucoup de pays sont totalement séparées, y compris physiquement des hôpitaux. C'est-à-dire qu'elles peuvent se trouver quelquefois à une demi-heure ou 1 heure. Notamment au Canada, alors où les maisons de naissance sont beaucoup moins nombreuses que ce que j'ai pu lire ou entendre, parce qu'il y a très peu de sages-femmes au Canada. Donc ce qui se passe, c'est que si ces maisons de naissance sont immédiatement mitoyennes d'un hôpital, elles sont gérées entièrement par les sages-femmes, comme elles sont tout à fait compétentes pour le faire. Mais s'il y a une complication, eh bien on est en 30 secondes, on passe la porte et on est à la maternité. Pour les femmes, il faut l'expérimenter. D'accord, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est... Alors, moi, j'avais interrogé un peu les femmes sur ces possibilités dont on entendait parler déjà il y a quelques années. Alors, effectivement, c'était un véritable intermédiaire entre à la fois l'hôpital et le domicile. Bon, elle ne semblait pas être massivement prête à se rendre dans ce type d'établissement, mais je crois que il faut aussi les informer pour savoir de quoi il s'agit. Bonne idée ou pas bonne idée? Moi, je pense qu'il s'agit d'une bonne idée. Cependant, ça ne règle pas ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Je ne crois pas que ça réglera le problème des assurances des sages-femmes qui continueront d'exercer au domicile. Voilà, il s'agit bien d'offrir... Ça sera la maison qui sera près de l'hôpital et que donc on pourra peut-être leur faire un tarif au niveau d'assurance sensible au fait que l'appui médical est juste à côté. Vous aurez l'impression qu'on vous vole votre pratique de l'accouchement à domicile ou... Non, mais de toute façon, on ne peut rien voler à qui que ce soit. On ne va pas se mettre à regarder ça sous un regard corporatiste. C'est pas ça le problème. Là, ces questions, et moi, je n'ai pas la réponse, c'est la réponse, ou tout du moins la suggestion du ministère, par exemple, quand nous les avons rencontrés. C'est que nous disent si on ouvre des maisons de naissance, plus personne n'aura besoin ou envie d'accoucher à domicile. Alors, j'attends de voir, mais j'en suis pas sûre du tout. C'est pas la même chose. Quand Céline parle de libre choix et que ce choix, ça puisse être assuré avec un maximum de sécurité, c'est vers ça que nous devons aller. Sinon, moi, je regrette de vous dire que l'histoire de la distance, par exemple, quand vous soupçonnez que ce ne soit pas tout à fait juste ce que je propose, c'est-à-dire que les femmes accompagnées par une sage-femme en partant de leur domicile se sentent plus en sécurité que d'accoucher toute seule au bord qu'elles se sentent. Oui, et qu'il puisse y en avoir, parce que là, sinon, vous êtes en train de me dire que je ne ferai pas correctement mon boulot. Mais ceci étant, combien de naissances aujourd'hui, parce qu'on a fait beaucoup de maternités de proximité, combien de naissances au bord des routes sans assistance aucune? Parce que je réfute l'idée que ce ne soit pas authentiquement médical que de ne pas se servir. Qui vous racontent comment une femme a pu accoucher au bord de la route, dans un ascenseur, etc. Mais c'est présenté comme des choses un peu exceptionnelles. Ça peut arriver, en n'ayant que la rue à traverser aussi. Mais c'est aussi exceptionnel que les accouchements préparés à domicile. On a des accouchements inopinés à domicile de femmes qui habitent 3 rues à côté de l'hôpital. On ne peut pas prévenir. Bon, en tout cas, on verra si ces maisons sont mises en pratique, si ça marche, et si c'est effectivement une façon, un sas pour l'hôpital. On arrête là.
On arrête là. c'est qu'il y a une convention avec la maternité voisine, premièrement, et qu'on estime à 4 ou 5% le nombre de femmes de naissance qui pourraient se faire dans ces maisons de naissance. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir un peu éclairé sur cet appétit-là, si je puis dire, cette demande et cette évolution de la façon d'accoucher en France qui se profile avec vos maisons de naissance. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet si vous voulez nous écrire. Et puis je vous annonce que la semaine prochaine, vous retrouverez Claire Barsac qui vous parlera de désindustrialisation. Et que nous, dans 15 jours, eh bien, on parlera des longues peines en prison.